Bien, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce meeting. Alors, je suis, selon la terminologie française, équithérapeute et équicienne. Mais comme je viens de Belgique, il faut vous dire qu'en Belgique, nous sommes moins structurés que vous l'avez sûrement remarqué. Et nous utilisons le terme hippothérapeute ou hippothérapie pour qualifier toutes les personnes qui travaillent en médiation avec le cheval. Et ça peut aller de l'équitation adaptée jusqu'au travail de kiné ou d'ergo. Donc, il se peut que je me trompe une fois ou l'autre dans ma présentation, mais je suppose que vous allez être très indulgents. Alors, le travail que j'ai le plaisir de vous présenter, c'est la partie observation du travail de fin d'études que j'ai fait justement pour obtenir le certificat en médiation animale à l'Université de Liège en 2016. Alors, on va voir si ça marche. Voilà, merci. Donc, au départ, la question que je me suis posée, comme moi je pense que ce qui est thérapeutique dans les médiations, c'est vraiment la relation. Toutes les relations, les bonnes relations, les mauvaises relations, celles qui sont adéquates, celles qui sont inadéquates. J'ai voulu un peu réfléchir à la façon dont le cheval et le bénéficiaire communiquaient lors des séances. Alors, je voulais savoir comment se passe la communication entre eux et qui prend les initiatives et comment l'autre réagit. Et pour cela, je me suis basée sur vraiment les observations de mouvement. Alors, après, je me suis posé la délicate question de dire, mais comment est-ce qu'on va comptabiliser tout ça? Alors, dans le cadre de la recherche, j'ai travaillé non pas dans des centres équestres, mais dans des fermes équestres, parce que là, je trouvais des lieux où il y avait suffisamment de séances pour pouvoir faire mes observations dans le temps voulu. Ce sont aussi des endroits où on travaillait en équithérapie relationnelle. Donc on ne faisait pas de l'équitation adaptée ou d'autres choses. Et enfin, et surtout, c'était des endroits où les conditions de vie des chevaux, pour moi, satisfaisaient leurs besoins de base, qui étaient une déambulation permanente, alimentation permanente, contacts sociaux permanents, soit par des systèmes de stabulation et mise au pré le week-end, soit par des systèmes de mise au pré en journée, avec parfois des passages au box, le temps des séances ou le temps des nuits en hiver. Alors, les séances observées dans ce cadre-là, j'ai observé 4 hippothérapeutes. Alors, vous allez être étonnés, c'était toutes des femmes. Ce n'était pas un choix. Alors, j'ai observé 5 personnes et groupes de personnes, toutes adultes. Ça, c'était un choix, avec différentes déficiences, IMC, spectre autistique, des personnes qui étaient en état post-psychiatrique et je pense qu'il y avait des troubles associés aussi. Alors, la plupart des séances avaient lieu en individuel. Et alors, au niveau des chevaux, c'était à peu près une douzaine de chevaux, mais là, le choix était tout à fait aléatoire en fonction du thérapeute ou de la personne ou du cheval qui s'invitait parfois. Alors, j'ai fait une observation ouverte. Donc, par rapport aux beaux travaux scientifiques, moi, c'est simplement de l'observation ouverte. J'ai noté à peu près plus de 800 interactions. Donc, c'était une interaction toutes les 2 minutes. J'avais voulu vraiment le faire à la main parce que moi j'avais eu des expériences un peu négatives de travail avec des caméras où des stagiaires étaient venus avec des caméras dans mes séances et je trouvais que la séance qu'on avait filmée avait rien à voir avec les séances qui se passaient d'habitude. Mais voilà, ça c'est un choix. Et alors après, j'ai réduit vraiment mon travail à l'observation des interactions uniquement entre le bénéficiaire et le cheval. Donc en éliminant celle des tiers. Et donc ça faisait quand même un paquet de données assez impressionnant. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais qualifier ces interactions pour tenter de les compter? Alors je me suis basée sur des travaux qui ont lieu en orthophonie. En fait, quand on observe les relations entre des parents et des enfants dans le cadre de déficits langagiers. J'ai d'abord trié si l'action était dirigée ou pas. Par exemple, une action dirigée, c'est quelqu'un qui tend la main vers le cheval ou le cheval qui vient renifler. Une action non dirigée, c'est par exemple le bénéficiaire qui parle à son éducateur, donc c'est dirigé vers quelque chose d'autre, ou le cheval qui éternue. Ça, c'est pas dirigé du tout. Alors après, j'ai essayé de voir si la perception était possible ou pas. Alors pour le cheval, c'est très difficile parce que son champ de perception est très très étendu et je n'y ai pas accès en tant qu'humain. Mais par exemple, si le bénéficiaire sort de la camionnette en disant « Eh, salut copain, je vais te monter aujourd'hui » et que copain il est au fond des 2 hectares de prairie, là je pense qu'il n'y a pas de perception de la part du cheval.
Même si le cheval vient dans le dos de la personne, je vois une mimique du cheval, mais je vois que la personne visuellement et sonorement n'y a pas accès, je peux dire qu'il n'y a pas de perception. Alors, quand il y a perception supposée, alors là, j'ai noté 4 types de réactions. D'abord, la première, ça, c'est pas de réaction. Donc là, c'est vraiment pas un poil qui bouge. Rien n'est observable. La deuxième, je l'ai appelée ajustement, quoique toutes les réactions sont des ajustements, on est bien d'accord, mais il fallait un terme pour dire un mouvement, une mobilisation corporelle ou faciale qui va dans le sens de la demande ou qui en tout cas ne la contrecarre pas. Ici, on voit la personne qui fait un geste un peu vague de la main. C'est une personne à spectre autistique, mais on voit que la ponette, elle tourne, donc elle a compris quelque chose, elle va dans le sens proposé. Alors, la troisième chose, c'est la résistance. Alors là, je me suis basée vraiment sur la contraction physique ou sur les expressions faciales. Chez les humains, j'ai tenu compte des expressions orales aussi, mais non pas au niveau de leur sens, mais au niveau de leur expression. Donc, si quelqu'un crie oui sur le ton de non, j'ai plutôt retenu le ton que la signification. Et enfin, la dernière réaction, c'est l'évitement. Donc là, c'est typique, par exemple, vous mettez un cheval à côté du montoir, il est bien parallèle, la personne enjambe délicatement, et le cheval, bouffe, il bouge un tout petit peu ses fesses, et comme ça, l'action n'est plus possible. Donc c'est une façon de réagir à la proposition qui n'entraîne pas de tension chez le cheval, mais qui propose autre chose, en fait. Alors, dans mes observations, j'ai eu quelques facteurs de variation. Tout d'abord, j'ai pu observer des patients qui étaient débutants, donc qui ont vraiment commencé les séances au moment où moi je commençais mes observations, d'autres qui étaient des vieux routiers de l'histoire et qui avaient parfois plusieurs années derrière eux de séances d'équithérapie. La deuxième variation dont j'ai voulu tenir compte, j'ai observé qu'il y avait dans les séances des moments où le cheval n'était pas tenu et d'autres moments où il était tenu. Alors moi, j'ai pris la distinction tenu par un tiers. Donc, je considère que lorsque le cheval est tenu, soit il est attaché, soit il est tenu par le thérapeute, soit il est tenu par le stagiaire, l'éducateur, l'accompagnant, le copain du bénéficiaire, il est tenu. S'il est simplement tenu par le bénéficiaire lui-même ou s'il est en liberté, j'ai considéré qu'il n'était pas tenu. Je n'ai pas su tenir compte de la notion de longe détendue, dont on reparlera peut-être dans un poster plus tard, parce que les patients que j'observais, je n'étais pas sûre qu'ils avaient la capacité de perception de la tension de la longe. Alors le troisième élément, évidemment, c'était les équithérapeutes, mais là, elles n'étaient qu'au nombre de 4, donc c'est vraiment des observations très, très personnelles que j'ai pu faire. Alors, les résultats, au niveau des prises d'initiative, donc uniquement les actions qui sont adressées à l'autre membre de la dyade, alors là, il n'y a pas de surprise, il y a 79% qui sont prises par le patient et 21% par le cheval. C'est un peu normal, c'est de l'équithérapie, ce n'est pas de l'humanothérapie. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est si on considère tout ce qui se passe pendant 1 heure pour le cheval, toutes les actions qu'il a, et pour l'humain, alors le cheval repasse en tête. Et là, il est à 55%. Donc, ça veut dire que le cheval est tout le temps attentif à tout son environnement, tandis que l'être humain, généralement, est plus ciblé sur ce qu'il est en train d'essayer de faire. Alors ça pose une première réflexion, c'est comment aménager des lieux de rencontre qui soient confortables pour tous. Moi, personnellement, je n'aime pas trop travailler en prairie, on va toujours chercher les chevaux en prairie, parce que c'est là qu'ils vivent, en troupeau, mais je trouve aussi que c'est un espace tribal pour eux, et que c'est un peu comme la chambre chez nous, moi je ne travaille pas dans ma chambre. Par contre, je crois qu'il y a moyen d'aménager des lieux où le cheval peut quand même ne pas être coupé de son environnement. Notamment prévoir à manger, à boire, ou en tout cas régulièrement, prévoir des sas qui donnent vers la prairie. On a souvent, nous, des chevaux qui viennent comme ça faire un peu les concierges ou s'inviter dans les séances en poussant la tête et on voit s'ils peuvent venir ou pas selon la demande et la sécurité de chacun. Alors, au niveau de la variation des initiatives, le premier point, c'est que ce qui m'a fort étonné, c'est que le cheval et beaucoup plus d'initiatives vers un patient confirmé. Ce qui veut bien dire que le cheval n'est pas une espèce de robot qui a un taux d'initiative X qui reproduit avec chaque être humain, mais qui a vraiment une relation qui se crée et qu'il a probablement des difficultés à aller vers quelqu'un dont la gestuelle et tout ça n'est pas encore affirmé en sa présence. Alors, au niveau du cheval tenu et non tenu,
on constate un accroissement des interactions lorsque le cheval n'est pas tenu, et chez le patient et chez le cheval. Et ça va de 6 à 8%, donc c'est quand même assez intéressant si c'est ça qu'on cherche. Et ça pose un peu la question au thérapeute, est-ce que le thérapeute est facilitateur ou est-ce que parfois il n'est pas exécutant? C'est vrai que parfois c'est plus facile de le faire nous-mêmes, c'est comme avec les enfants, ou de tenir le cheval et alors les choses vont un peu plus vite. Bon, on se rend compte ici que c'est parfois intéressant de ne pas intervenir. Et alors, selon le thérapeute, il y a une chose qui m'a frappée, c'est qu'une des thérapeutes, elle a un pourcentage d'interaction chez les humains qui est beaucoup plus élevé. Mais vous voyez que chez les chevaux, ça reste stable. Donc, de nouveau, merci les chevaux, ce sont vraiment des individus différents de nous qui gardent leur qualité de différence, quelle que soit la personne qui travaille avec eux. Et donc, le thérapeute influence plus l'humain que le cheval. C'est de nouveau important de se le dire quand on travaille. Alors, au niveau des réponses, la réponse majoritaire du cheval aux initiatives du patient, c'est l'ajustement. Et après, le cheval a soit pas de réaction, soit à part égale de la résistance ou de l'évitement. Chez l'être humain, on constate que c'est l'ajustement aussi, donc on est content de voir qu'en équithérapie, tout se passe quand même bien, il y a quand même pas mal de choses qui marchent. Mais alors, l'être humain va plus utiliser la résistance que l'évitement. Alors, si on est très content que ce soit vraiment l'ajustement qui soit majoritaire, d'un autre côté, moi, je trouve que l'évitement est quand même une notion intéressante, parce qu'en fait, c'est une façon de s'opposer ou de ne pas suivre quelque chose qui est un peu plus créative. Et je me dis, avec des publics, j'entendais toutes les réflexions qu'on a eues avec certains publics, ça peut être intéressant de dire qu'il n'y a pas que oui ou que non, mais qu'il y a aussi la possibilité de faire autre chose. Et c'est souvent ce que le cheval nous dit. Eh bien, c'est important de pouvoir l'écouter. Alors, les variations de réponse du cheval. Alors, vis-à-vis de novices, on constate qu'il utilise presque pas la résistance et beaucoup plus l'évitement. Donc là, de nouveau, le cheval qui est peut-être plus à l'aise face à quelqu'un qui a une gestuelle moins affirmée ou une présence moins affirmée, il redevient un petit peu à ses états de prédilection, c'est-à-dire proposer autre chose. Alors, au niveau du cheval tenu, non tenu, alors on remarque que le cheval a plus de réactions en non tenu, mais notamment plus d'évitement et pas forcément plus d'ajustement. Il a l'air plus présent et il est un peu plus au naturel dans la relation. Et alors, avec l'équithérapeute, alors de façon assez étonnante, celle qui avait beaucoup plus d'interaction avec les humains en liberté, elle travaille beaucoup plus en liberté, et on se rend compte que le cheval s'ajuste moins, il résiste plus, il évite plus. Donc, si on veut que tout marche bien, comme avec un petit cheval robot, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais si on veut plus d'interaction, plus de travail, plus de la possibilité pour le cheval de plus s'exprimer, il semble qu'elle tient le bon bout. Alors, en conclusion de cette étude, donc, moi j'ai observé que le nombre d'interactions et de réactions entre le patient et le cheval varie en fonction de ces trois éléments. Donc, le fait que le cheval soit tenu ou non, le fait que le bénéficiaire soit novice ou qu'il ait déjà un petit peu de bouteille, et le thérapeute, avec un point d'interrogation, vu que c'était vraiment très, très faible comme échantillonnage. On voit une augmentation des interactions, mais pas forcément des interactions avec des ajustements dits positifs. On voit de la résistance, on voit de l'évitement qui se met en place. Donc, ça repose vraiment pour moi la question de qu'est-ce que nous cherchons en équithérapie. Et nous, notre façon de travailler et de réfléchir en médiation animale, c'est vraiment dire s'exposer à l'altérité dans un contexte de sécurité. Et donc, la perception de l'altérité de l'autre est importante. Donc, ça veut dire la perception aussi du fait qu'il ne va pas forcément réagir comme on veut ou comme on le souhaite. Ça veut dire aussi ne pas faire sens trop vite. Ici, on voit sur la photo l'accompagnante qui est tout à fait charmante et qui voudrait tellement que ce soit un bon moment pour la personne qui est là. La personne qui est là appuyée sur la jument, c'est une personne qui a d'énormes peurs. Et moi, je ne suis pas sûre à les voir. Je voyais que la jument ne renvoyait rien. Je ne suis pas sûre que la personne était dans une situation vraiment de confort. Mais cela ne nous appartient pas non plus.
Alors la troisième chose aussi, c'est laisser à chacun explorer ses propres ressources. Je crois que c'est important. On constate que quand on laisse plus de liberté aux bénéficiaires et au cheval, ils s'organisent entre eux, ils ont des ressources, ils les développent. Pour nous, c'est vraiment une des bases importantes. Alors évidemment, le rôle du thérapeute est de gérer la sécurité physique et émotionnelle par un faisceau de dispositions. Donc je pense que moi, le faisceau de dispositions, c'est moins des objets comme attacher le cheval à un anneau solide, mettre des tas de casques de protection, de surfaits, ceci, cela, mais c'est vraiment gérer l'environnement, gérer la temporalité, gérer ses chevaux, les connaître et gérer leurs conditions de vie. Donc dans les pistes d'application, alors évidemment pour faire de la place à un cheval qui soit vraiment un animal, un facteur d'altérité, mais alors là j'étais très contente d'entendre les interventions précédentes parce que je pense que les conditions du cheval doivent être le plus adéquates possible à ses besoins. Donc vraiment, je milite pour des chevaux qui soient notamment dans des équipistes, parce que les équipistes sont des lieux où ils peuvent eux-mêmes faire pas mal de découvertes et programmer leur temps, leur temporalité. Alors, aménager les espaces de rencontre, je ne crois pas qu'il faut... alors je l'ai peut-être un peu fait dans la mare, mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on fait de l'équithérapie dans des manèges? Pour moi, les manèges, c'est limite pas un endroit correct pour un cheval. Le fait d'avoir ces immenses pistes, d'avoir des chevaux qui sont en boxe, d'avoir des chevaux qui sont ferrés souvent, pour moi, c'est pas du tout adéquat. Je crois que la notion d'espace peut être des espaces plus petits, mais peut-être plus proches du cheval, plus proches de ses besoins. Ici, on voit un cheval qui a tout à fait la place pour se rouler, alors qu'un autre est en train de travailler. Voilà, c'est des conditions qui peuvent être confortables au niveau de la sécurité et au niveau du cheval. Alors, favoriser l'intelligence relationnelle du cheval. Nous, on travaille dans un centre où on fait aussi de l'élevage de moutons, malheureusement pour les moutons, mais pour les chevaux, voilà, c'est une occasion de découvrir des choses aussi. Je pense que ça ne veut pas dire dresser les chevaux. J'ai vu les magnifiques photos à l'entrée du haras avec tous ces chevaux de spectacle formidables. Je ne crois pas qu'il faut dresser les chevaux comme ça, mais leur donner des situations de vie où ils peuvent se monter intelligents, où ils peuvent montrer qu'ils utilisent eux-mêmes leur séquence temporelle pour faire un peu ce qu'ils veulent dans leur troupeau. Je pense que ça peut les développer aussi leur capacité de réaction. Alors évidemment, je ne reviendrai pas sur l'importance de la formation des thérapeutes et des soigneurs, et donc sur l'importance de la formation permanente pour être toujours au courant de toutes les nouvelles découvertes qu'on fait au niveau scientifique. Ça, c'est une formation. Et alors là, de nouveau, petit pavé dans la mare, attention, la labellisation, heureusement en Belgique, on est encore très cool sur ce genre de choses. C'est sûrement intéressant pour certaines choses, mais pour d'autres, si c'est pour avoir des espèces de canapés à pattes déguisés, ce ne serait pas très intéressant. Alors, juste quelques pistes que nous utilisons, nous, en Belgique francophone. On essaie de se regrouper en thérapeutes pour avoir beaucoup d'intervisions, d'échanges, de formation continue. Alors, on a la chance d'avoir un pays où il y a 3 langues différentes, donc il y a aussi des interactions avec les gens qui sont de langage germanique, donc vers tout ce qui est l'Angleterre, l'Allemagne et tout ça. Et nous, les francophones, nous, on est tournés vers vous, donc c'est assez riche. Alors, on est très fiers, on vient d'avoir un code du bien-être animal qui vient d'être voté en Wallonie. Et alors, le gros objectif, ça va être de reconnaître les besoins spécifiques des animaux de médiation dans ce code, parce que là, on en est toujours au poney de foire, et je suis très heureuse pour eux. Enfin, il faudrait quand même aller voir du côté des manèges aussi. Et alors, enfin, on fait un travail sur la recherche de critères de qualité. Et là, si vous avez l'occasion de passer le 10 novembre à Liège, je sais qu'il y a une collaboratrice qui va déjà passer, Madame Suc. Bienvenue à cette journée où on va aussi travailler cette question-là. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.